le 19h30. Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Les faux avis sur Internet et les fausses promotions sont pris pour cible par une nouvelle réglementation. Elle entre en vigueur aujourd'hui. L'idée est d'être mieux protégés lors de nos achats en ligne notamment. Le prix des céréales atteint des sommets et cela a des conséquences très lourdes sur certains élevages. À cela, il faut ajouter les prix de l'énergie. Mais aujourd'hui, c'est tout le secteur agricole qui souffre. 20 ans jour pour jour que l'euthanasie n'est plus considérée comme un crime en Belgique. La dépénalisation a permis à plus de 27 000 personnes d'être euthanasiées en 20 ans. Barcelone en manque de personnel dans le secteur touristique, un comble pour une ville si prisée des vacanciers. Les travailleurs sont nombreux à avoir déserté le secteur à cause des conditions de travail. Et puis dans ce journal, on reviendra sur le parcours d'une légende du cinéma. Romy Schneider est morte il y a 40 ans, elle avait à peine 43 ans. Madame, monsieur, bonsoir. Avez-vous déjà consulté Internet pour avoir des avis sur un restaurant, par exemple, ou encore pour un voyage? C'est très fréquent, mais parfois très piège aussi. Certains avis sont tout simplement faux. Pour lutter contre ce phénomène, une réglementation européenne entre en vigueur aujourd'hui. Elle s'attaque également aux fausses promotions et aux ventes en ligne pas toujours transparentes. Les explications avec Marjorie Fellinger, Samy Devoist et Eric Bever. Pas de doute, les consommateurs sont nombreux à tenir compte des avis émis sur Internet. Plutôt dans la location de gîtes ou l'hôtellerie ou ce genre de choses, je pense que là on a des avis qui sont vraiment assez justes finalement. Quand je vois qu'il y a beaucoup d'avis, je fais confiance. Mais trop d'avis positifs, n'est-ce pas suspect ? Ça peut être suspect, maintenant que vous le dites, oui, mais j'ai jamais pensé en fait à ça. Et oui, des sociétés publient des avis bidons, mais ce sera désormais punissable. On en a trop souvent abusé et donc maintenant la règle c'est qu'on a ajouté à une liste noire de pratiques commerciales déloyales les faux avis. Donc l'entreprise doit prendre des mesures pour éviter qu'il y ait trop de faux avis ou qu'il y ait des avis qui soient orientés et qui finalement ne sont que de la publicité pour le produit. Autre progrès imposé par l'Europe, l'obligation pour les plateformes d'identifier le vrai vendeur. Est-ce un particulier, un professionnel? De quel pays? C'était nécessaire. On pense qu'on achète local, belge, puis ça peut venir de Chine ou d'ailleurs. Vous trouvez que ça manque parfois de transparence? Ça manque de transparence, c'est clair. Et les réductions de prix, faut-il y croire? Généralement, de mon point de vue, ces trucs-là qui disent avant c'était 100 €, maintenant c'est 50, c'est faux. C'est généralement faux. Désormais, à côté du prix réduit, il faudra afficher le prix de référence, soit le prix le plus bas des 30 derniers jours. Le but, c'est de donner une information aux consommateurs, une information fiable, crédible. On a trop souvent vu des prix varier très fort pendant la période qui précède l'annonce de réduction de prix. On gonfle les prix artificiellement et puis on arrive finalement à un prix qui n'est pas du tout réduit. Reste à voir si l'inspection économique a les moyens de traquer et de punir les éventuels dérapages. Mais pour les associations de consommateurs, cette nouvelle réglementation est en tout cas un pas dans la bonne direction. Le monde agricole est en crise. Les prix des matières premières grimpent tellement que le secteur étouffe. Le secteur était déjà en difficulté, mais tout s'est accentué avec l'invasion russe de l'Ukraine. Et c'est particulièrement compliqué pour les éleveurs de porcs. Les élevages sont extrêmement dépendants des céréales qu'ils importent. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage d'Elisabeth Groutars. Jordan Godefriot est éleveur de porcs dans le Brabant wallon. Avec la crise du Covid, le prix des céréales qui servent à nourrir ces animaux a littéralement explosé, ce qui s'est accentué encore davantage avec la guerre en Ukraine, car l'Ukraine et la Russie font partie des plus gros exportateurs de céréales au monde. De 175 € la tonne à peu près il y a un peu plus d'un an, on est aujourd'hui à 400 €. Ça veut dire que vous payez combien aujourd'hui? Sur une année à peu près, j'étais à peu près à 70 000 € pour mes céréales l'année dernière. Aujourd'hui, je vais être à plus de 150 000 €. C'est du jamais vu, oui. Moi, j'ai jamais connu ça et des personnes plus âgées que moi, bien plus âgées que moi, n'ont jamais connu une hausse aussi brutale. À l'augmentation du prix des céréales s'ajoute celui de l'énergie, ce qui pousse certains éleveurs à vouloir renoncer au secteur porcin, devenu un véritable gouffre financier. C'est clair que l'avenir, avec la situation actuelle, est loin d'être rose, c'est très compliqué. On a vraiment même du mal à payer nos charges, donc on ne parle même pas d'un salaire pour les agriculteurs que nous sommes, mais on a du mal à payer nos charges pour équilibrer finalement le budget annuel.
Pour pouvoir s'en sortir, cet éleveur a la chance de pouvoir compter sur son magasin. Il a dû augmenter les prix de ses produits, mais pour faire face à la crise, le secteur est favorable à une répercussion de la hausse des coûts de production dans tous les commerces. Et ce n'est pas qu'une demande pour la filière porcine. Elle concerne également le secteur de la volaille, qui est aussi fortement dépendante de l'énergie et de l'alimentation à base de céréales pour nourrir ces poulets. Et puis nous avons le secteur bovin qui subit de plein fouet également l'augmentation du prix de l'alimentation. Cette crise est générale pour le secteur agricole wallon aujourd'hui. La Fédération wallonne de l'agriculture lance donc aujourd'hui un appel aux autorités pour éviter que les quelques 400 éleveurs de porcs en Wallonie, mais aussi d'autres agriculteurs wallons, ne décident d'arrêter leur profession, ce qui ouvrirait la voie à davantage d'importations venues de l'étranger. Et puis une chose est sûre, cette crise économique, elle nous pousse à faire attention quand on fait nos courses. Et cela a des conséquences, par exemple, sur les magasins sans emballage. L'achat de produits en vrac est en forte baisse après avoir connu un grand succès juste avant la pandémie. Ils sont maintenant victimes de la baisse du pouvoir d'achat, de l'augmentation du télétravail, mais aussi de la concurrence de plus en plus forte des grandes surfaces. Reportage Benjamin Carlier. Un samedi midi dans ce magasin spécialisé dans le vrac en plein centre de Namur. Quelques clients remplissent leurs bocaux de fruits secs, de lessive ou encore de céréales, dont cette cliente fidèle qui vient ici toutes les semaines. Elle voit dans le vrac beaucoup d'avantages. Le principe de pouvoir prendre les quantités qu'on veut, d'avoir tout ce qui est carton, plastique en moins et de vraiment pouvoir se servir à notre guise, entre guillemets, sans avoir les peurs de gaspillage par après, puisque souvent en magasin, c'est des grosses quantités. Pourtant, ce magasin a perdu de nombreux clients. Il y a quelques mois à peine, il fallait faire la file le samedi pour pouvoir payer à la caisse. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Depuis ces derniers mois, une baisse importante qui ne remonte pas. Alors ça ne continue plus heureusement de baisser autant qu'avant, mais ça baisse. On doit avoir perdu depuis les confinements un tiers de nos clients au moins. D'ailleurs, le magasin comptait une deuxième antenne à Liège qui a fermé ses portes faute de rentabilité. Sa patronne ne s'explique pas cette baisse de fréquentation. De quoi faire peur à ceux qui viennent de se lancer dans le secteur, comme cette épicerie qui a ouvert il y a 6 mois au Épion. Ici, on a élargi la gamme pour permettre aux clients de faire toutes leurs courses dans un seul endroit. On essaye d'avoir le plus de produits possible pour que le client puisse faire la majorité de ses courses chez nous et pas commencer à devoir faire plein de magasins. Car les grandes surfaces se sont également lancées dans le vrac avec une politique de prix assez agressive, même si pour ce couple d'habitués, le rapport qualité-prix est bien plus intéressant ici. Il y a des produits qui sont évidemment plus chers, ça c'est clair, mais je pense que sur la note totale, la différence, elle est pas énorme. Il y a aussi des choses qui sont moins chères. Après des années de forte croissance, aujourd'hui, le nombre de magasins qui proposent du vrac en Wallonie et à Bruxelles s'est stabilisé aux alentours de 200. Mais le secteur craint que, sans soutien, de nombreuses petites enseignes ne doivent fermer leurs portes. 20 ans, il y a 20 ans, jour pour jour, que l'euthanasie n'est plus considérée comme un crime en Belgique. Elle a été dépénalisée en 2002 et encore aujourd'hui, la Belgique est pionnière en la matière. Elle permet donc d'accompagner des patients dans leur dernier adieu et tout cela sous des conditions évidemment très strictes. Olivia Grisard, Valentin Boisgelot. Partir en gardant le choix du moment. Christiane souffrait de la maladie de Charcot. Le 13 février 2015, peu après son 80e anniversaire, elle a décidé de mourir. Sa fille raconte son histoire dans un livre. Ma sœur et moi, on était à côté d'elle, elle nous donnait la main et on a à peine senti qu'elle décédait. Il n'y a eu aucune crispation, il n'y a eu même pas de dernier souffle. C'était très paisible. En fait, on a été honorés de pouvoir l'accompagner. D'une certaine manière, c'était un choix digne, d'une certaine manière, quand il est partagé. Catherine a retrouvé l'agenda de sa mère. À la date fixée pour l'euthanasie, elle a barré une information devenue obsolète. À la place, une note, écrite d'une main ferme, l'ultime rendez-vous auquel elle convie les siens, avec ces quelques mots, le grand jour. C'était quelqu'un qui aimait profondément la vie et l'idée d'être dépendante ou
ou en mauvaise santé, l'incommodait profondément. Et donc, je crois, dans son chef, il n'était vraiment pas question de vivre dans des conditions qui ne correspondaient pas à ce qu'elle imaginait être la vie pour elle. L'euthanasie. 20 ans après l'avoir dépénalisée, la Belgique est toujours pionnière en la matière. Rares sont les pays qui l'autorisent. Pourtant, la question traverse toutes les époques et toutes les cultures. C'est très ancien. On peut donner un exemple classique que tout le monde comprendra. On a vu tout ça dans des films, des personnes sur des champs de bataille qui sont dans des situations impossibles où personne ne leur portera secours, et des camarades qui demandent à leurs camarades soldats de les achever, apaiser les souffrances. Je pense que toutes les sociétés ont cherché à le faire. Simplement, ce qui fait la différence entre les sociétés plus anciennes et la nôtre, c'est que nous avons parfois une capacité de pronostic quant à l'évolution de la situation qui est extrêmement précise. On peut dire ça ne va pas durer plus de 2-3 mois, ça on ne pouvait pas le dire il y a 150 ans. La Belgique voit dans l'euthanasie la possibilité pour un médecin d'offrir un dernier soin réclamé par le patient. Les conditions sont très strictes. Il faut notamment être porteur d'une pathologie incurable et d'une souffrance insupportable et constante. J'entends dire, on a le droit à la vie. Bien sûr qu'on a le droit à la vie. Et il faut protéger le droit à la vie. Mais on n'a pas une obligation de vivre. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé cela dans aucun des codes, dans aucune, je dirais, loi, que ce soit par exemple une convention internationale concernant la protection des droits humains, des droits de l'homme. Il n'y a aucun article qui prévoit qu'on ait une obligation de vivre. Sur les 20 dernières années, la loi belge dépénalisant l'euthanasie a permis à plus de 27 000 personnes d'être libérées de leur souffrance. À suivre dans ce journal, la police brésilienne pointée du doigt pour torture et exécution sommaire. De terribles images nous sont parvenues. Un raid dans une favela a fait plus de 20 morts. Au Royaume-Uni, le compte à rebours est lancé avant la célébration des 70 ans de règne de la reine. À cette occasion, des images inédites d'Elisabeth II vont être dévoilées dans le pays. Et puis en fin de journal, nous irons écouter quelques mélodies à Bruxelles envahies par les notes de jazz ce week-end. C'est le Brussels Jazz Weekend. On sera sur place avec Anne Collard. Mais tout d'abord, cette convention du lobby pro-armes sous haute tension aux États-Unis, et ce, quelques jours après la tuerie dans une école du Texas. Pour les militants pro-armes, il ne faut pas blâmer le fusil. C'est le discours tenu notamment par l'ancien président pro-armes, donc Donald Trump. Pour lui, il faut même armer les citoyens. Je vous propose de l'écouter. As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. And in the absence of a member of law enforcement, there is no one you would rather have nearby when a crisis strikes than an armed, expertly trained member of the NRA. En Ukraine, la Russie affirme avoir conquis la ville de Lyman. Vous le voyez, elle a diffusé des images de propagande. Lyman, c'est une ville stratégique, c'est un carrefour qui ouvre la route vers Kramatorsk, une ville importante de l'est du pays. Une invasion menée par les Russes avec l'aide des séparatistes ukrainiens pro-russes. Prenons maintenant le chemin du Royaume-Uni. Le pays est en effervescence à l'approche des 70 ans de règne de la reine. Le compte à rebours est lancé avant le lancement des festivités jeudi prochain. Et c'est dans ce contexte que la BBC révèle des extraits d'un nouveau documentaire qu'elle diffusera demain. Documentaire sur la reine avec des images inédites. Hugo Moriamé et Nathalie Massard. Impossible de passer à côté, Elisabeth II fête ses 70 ans de règne. Le compte à rebours des festivités est lancé sur les écrans géants de Piccadilly Circus au cœur de Londres. Du 2 au 4 juin, les Britanniques qui ont congé pour l'occasion célébreront le jubilé de platine de leur souveraine. I just think it's an amazing thing that the Queen's been on the throne for 70 years. It's quite historic. We've come from Yorkshire just to see all the bunting and all the excitement. We love you, Your Majesty, Queen Elizabeth. I do like the royal family. I'm not a big fan, to be honest with you. I'm a bit amused that everyone's so excited about it, if I'm honest. Sorry. Excités, ces élèves de Windsor le sont eux. Ils ont même participé à l'écriture d'une chanson composée spécialement pour l'occasion. I
I thought it would be a good idea to have the word jubilate in it because it is a jubilee and jubilate means rejoice. The lyrical content of this song is generated entirely by children. All I've done is help arrange it and craft it. Elisabeth II, elle aussi, réserve des surprises à ses sujets. Elle a confié des images de ses archives personnelles à la BBC pour un nouveau documentaire sur sa vie. On y découvre notamment une jeune princesse rayonnante auprès de ses parents et sa sœur, mais déjà bien consciente du rôle des Windsor. I and all my family have always felt that one of our most important duties is to express in our visits overseas the goodwill of our country towards friends abroad, near and far. La relève est assurée. Aujourd'hui, le petit-fils de la reine, le prince William, a passé en revue le régiment d'élite de la garde royale britannique, dont il est colonel. Rien ne doit être laissé au hasard pour la grande parade de jeudi prochain. Et puis en football, la grande finale de la Ligue des Champions, c'est ce soir. Liverpool-Real Madrid, affiche plutôt alléchante. Sur le banc madrilène, on devrait retrouver Eden Hazard et dans les buts, ce sera Thibaut Courtois. Le gardien belge est au sommet de son art depuis plus de 2 ans. Il se montre particulièrement motivé. Il nous explique pourquoi. No, yo creo que también. Yo hace 8 años que jugué mi primera Champions y obviamente ahí no la gané, entonces espero ahora ganarla mañana y creo que todo el equipo, aunque es para algunos poder ganar la primera o como Marse poder ganar la quinta, yo creo que todo el mundo tiene la misma ilusión y es ganar y aumentar la historia del Real Madrid. Et puis, eux vont dormir tôt, bien manger ce soir et se reposer avant la course demain. Je vous parle des coureurs des 20 km de Bruxelles. La course, c'est demain. Si vous voulez vous glisser au cœur de l'événement, Sacha Daout et son équipe vous invitent à les suivre dès 11h sur notre plateforme internet Ovio. Le rendez-vous est donc pris. Voilà qui referme ce journal. Stéphane Piedboeuf vous retrouve tout de suite pour la météo. Place ensuite au magazine Une brique dans le ventre. Moi, je vous dis à demain, 13h.